Oui, oui, tout à fait. Alors là, pour les besoins de la présentation, on est toujours obligé d'être un petit peu synthétique, mais effectivement, il y a des différences socioculturelles qui sont présentes. Et voilà, qu'on va retrouver, mais comme dans la plupart des enquêtes. Je veux dire, c'est pas différent, si vous voulez, du reste des mangeurs, par exemple. Il marche, ouais. Voilà, donc en fonction, par exemple, de l'origine géographique, de l'origine culturelle, vous allez avoir des variations dans les modes de préparation. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que certains produits soient soit absents des dispositifs d'aide alimentaire, soit sont sacrifiés parce que coûteux. Et le fait que malheureusement les produits comme par exemple des cacahuètes, parfois ça en culture un plat. Donc voilà, on voit ces dimensions réapparaître, soit de manière assez évidente quand la personne revient sur sa trajectoire de vie, quand il y a eu par exemple des phénomènes de migration, soit de manière plus latente, j'ai envie de dire, par rapport aux réorganisations dans les modes de préparation culinaire, par exemple. Voilà. Après, on pourra en parler plus largement, mais effectivement, les choses apparaissent et de manière vraiment pas différente des autres enquêtes qu'on peut faire sur les mangeurs. Un petit peu pour rebondir ce que Annelle a dit, il faut aussi penser qu'en milieu précaire et de pauvreté, on trouve énormément de variations par rapport aux trajectoires des personnes, des niveaux d'éducation qui sont très différents, des origines qui sont très différentes, des expériences et des trajectoires de vie. Et donc la cuisine, c'est le résultat de toutes ces expériences vécues. On peut trouver parfaitement une infirmière en immigration qui va avoir des idées de santé très claires et qui va s'investir énormément dans l'alimentation pour assurer une alimentation qui est saine d'après ces critères. Enfin, moi, un souvenir que j'ai d'enquête que j'avais fait à la sortie dans des restaurants Restos du Cœur, par exemple, de voir des mamans africaines qui cherchent à troquer ou qui mettent à la poubelle les choux-fleurs, les brocolis et les endives. Non pas qu'elles n'ont pas de culture alimentaire ni de culture culinaire, simplement ça ne fait pas partie de leur propre culture. Donc c'est une dimension qui est aussi importante à prendre en compte, qu'on va retrouver, comme vous l'avez dit, dans la population générale, mais il me semble qu'en termes d'action auprès des populations en précarité, cette hétérogénéité culturelle doit vraiment être prise en compte, peut-être plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Oui, à la fois hétérogénéité culturelle, qui est prise en compte dans les dispositifs d'aide alimentaire au travers de cuisine, etc., d'ateliers de cuisine. Hétérogénéité à la fois à prendre en compte et en même temps aspiration, je pense, parce que beaucoup de populations aspirent aussi à consommer telles qu'elles se représentent les modes de consommation, par exemple, dans le pays d'accueil. Donc ça a aussi un effet. Alors le prêt à consommer, par exemple, va être plus sollicité chez certaines personnes parce que voilà, ça renvoie aussi à soit une revanche sociale, soit tout simplement l'idée de se sentir appartenir. Ah. Ça, le sentiment d'appartenance, il est moi je l'ai trouvé vraiment très présent auprès des personnes que j'ai rencontrées. Je ne sais pas si... Par rapport, par exemple, aux femmes en situation de migration, moi, ce que j'ai repéré, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup d'occasions d'échanger avec d'autres personnes de la culture du pays d'accueil. Oui. Donc, on voit notamment des mères qui, leur seul rapport avec la nourriture de pays d'accueil, c'est les menus et ce que les enfants ils mangent à la cantine. Donc pour eux, manger français, c'est le poisson pané, c'est les quiches, et beaucoup d'aliments qui relèvent plutôt de la cantine scolaire. Et on peut leur demander, bon, est-ce que ça vous est arrivé d'aller manger chez des Français et elles disent de ne pas avoir des occasions d'échanger avec des gens du pays d'accueil. Et on voit, par exemple, il y a beaucoup d'hommes qui sont embauchés en cuisine. Ces hommes-là, ils ramènent parfois certaines recettes à la maison, mais pour ces hommes-là, ça relève plutôt du travail. Donc eux, ils ne cuisinent pas, mais ils apprennent à faire des hamburgers français, par exemple. Donc on me montrait un cornichon comme quelque chose de très important pour préparer les hamburgers, etc. Donc on a peu de moments de socialisation et d'intégration alimentaire. C'est certainement pour ça qu'ils favorisent les plats préparés. Pour répondre à la question de l'allaitement, en fait, dans les milieux précaires, il
faudrait regarder un peu les statistiques, mais je pense que l'allaitement est une pratique assez rare. On voit que les femmes, elles disent qu'elles n'ont pas de lait très vite. Donc on trouve beaucoup de femmes qui même si le lait en poudre il est très coûteux, elles leur donnent parce qu'elles ne se sentent pas capables d'allaiter ou elles disent ne pas avoir de lait. Je n'ai pas, enfin si j'ai avec moi, mais en détail, si vous voulez, la situation. Donc on a essayé, c'est pas toujours évident d'interroger les gens sur leur reste à vivre. Hein. Pas toujours évident, mais on a réussi à approcher des éléments. Là encore, c'est extrêmement variable, extrêmement hétérogène. Vous pouvez avoir des familles, bon déjà, qui se disent qu'elles sont à zéro au début du mois, quasiment, une fois qu'elles ont remboursé toutes leurs dettes, etc. Il y en a qui comptent. Ça va dépendre de la taille du foyer. Là aussi, c'est vraiment tellement hétérogène qu'on recueille en fait ce qu'on peut sur ce reste à vivre. Mais moi, personnellement, j'ai eu du mal à l'articuler, si vous voulez. Donc, je me suis plus basée sur leur dire par rapport à un habitus ancien ou pas hein, de la pauvreté qu'à ces sommes réelles. Parce que voilà, entre quelqu'un qui vous dit, bon, moi, à la fin du mois, il me reste peut-être de quoi m'offrir un café éventuellement. Et d'autres personnes qui effectivement peut-être ont un peu plus. Là vraiment j'aurais pas de réponse très précise personnellement à vous donner. Je suis moi également, surtout qu'on a des façons de gérer les comptes qui sont très différentes, soit par semaine, soit par mois. Donc on ne sait pas trop comment comparer la façon de faire les comptes entre une famille et une autre. Et on a également cette énorme variation des revenus qui ferait qu'une généralisation serait peut-être loin de la réalité. C'est plus... Okay. Par exemple, des critères sur lesquels vous pouvez vous baser, c'est quand la personne vous dit qu'elle va changer d'endroit pour acheter tel produit parce qu'il y a une différence. Alors parfois, j'ai eu 3 centimes d'euros. 3 centimes d'euros, ça semble... Eh bien oui, non mais 3 centimes d'euros... Voilà, cumulé sur d'autres produits, ça fait une différence. Donc c'est plus des éléments comme ça qui vous permettent de vous faire une idée, mais jamais vraiment très précise, parce qu'effectivement ça touche à tellement de choses, puis ça touche vraiment à l'intime aussi. C'est compliqué. Alors j'avais une deuxième... Pardon. Juste pour continuer sur ce point-là, un élément de réponse. Dans l'enquête ABENA, il y avait la question qui avait été posée. Donc ABENA, c'est l'alimentation des bénéficiaires de l'aide alimentaire. Et toute une étude avait été faite auprès des structures qui donnaient de l'aide alimentaire. Et elles pensaient en fait construire leur colis ou leur repas comme étant un appoint par rapport à ce qui sera donné, ce qui sera acheté par le foyer. Et en fait, l'enquête ABENA, ce qu'elle a montré, c'est que l'aide alimentaire pour les foyers qui étaient interrogés, c'était quasiment la source exclusive. Donc ils n'avaient quasiment pas d'approvisionnement à côté, si ce n'est peut-être un paquet de pâtes ou un peu de sel. Mais voilà, pour donner un peu une idée au final, pour énormément de foyers dans ces situations précaires qui ont recours à l'aide alimentaire va être leur seul approvisionnement. Alors que, et toutes les structures distributrices étaient justement étonnées, parce qu'elles étaient vraiment persuadées qu'il y avait des compléments à côté par rapport à ce qu'ils apportaient, et ce n'était pas le cas. Je pense que vu la diversité des populations avec laquelle on doit mettre en place des actions, il est très difficile d'avoir des formules toutes faites. Moi, je pense que peut-être le mieux, c'est d'être surtout très à l'écoute pour pouvoir se baser sur un socle déjà stabilisé et en fonction de ça, pouvoir faire des petites modifications parce que, comme Anne l'a dit, 30 centimes, 3 centimes, ça peut tout faire basculer. Donc, demander d'intégrer de nouveaux produits, de changer, etc., dans un équilibre très fragile, peut avoir des conséquences beaucoup plus loin que seulement l'alimentation. Et beaucoup de personnes, vu la distance entre les recommandations et leurs pratiques, elles se sentent démunies, exclues et beaucoup de mères même jugées vu l'impossibilité de donner le nombre de produits laitiers, le nombre. Donc c'est un sujet qui est compliqué dans cette mesure-là. Et juste pour rebondir par rapport au congélateur, donc
j'ai vu des personnes qui utilisaient effectivement le congélateur, mais aussi j'ai eu une mère qui disait, moi, le congélateur, je l'ai dû débrancher parce que je ne peux plus payer la facture d'électricité, mais il n'y a pas de problème parce que, en fait, le discount, elle est juste en face de chez moi, donc je peux demander à ma fille d'aller à chaque fois faire des petits achats. Donc, même par rapport à ce genre de stratégie, il est difficile de penser que c'est peut-être le frigo, la façon de pallier au problème de précarité. En fait, je pense que la difficulté de travailler au milieu précaire, c'est la diversité, l'hétérogénéité de situations. Pour rebondir sur ce que tu disais, je crois, il me semble que c'est Christine César peut-être qui avait aussi montré que souvent les frigidaires étaient éteints et servaient de placard chez certaines familles, parce qu'elles ne peuvent pas effectivement payer les factures. Voilà, donc c'est... Et je ne me permettrai pas après d'avoir un avis bien tranché, parce que j'ai fait plutôt une étude exploratoire, donc voilà, je crois que c'est des dimensions extrêmement complexes à mettre en œuvre. Alors, je suis médecin de PMI en milieu rural, donc ça me parle beaucoup, bien sûr, ce que vous dites. Alors, on entend des discours assez différents de la part des familles. Parfois, c'est je ne vais pas priver mon enfant encore de ça, par exemple, quand on conseille de limiter les bonbons ou sucreries. Alors, moi, j'ai été très intéressée parce que vous parliez des stratégies mises en place par les mères de famille qui justifiaient de ne pas pouvoir acheter tel ou tel truc en disant finalement c'est meilleur pour la santé que je mette du pain avec un morceau de chocolat, etc. Alors, ça rentre complètement bien sûr dans ce qui m'intéresse. Quand je conseille aussi aux familles de plutôt boire de l'eau de robinet, mais en même temps j'ai l'impression d'être un peu perverse quand j'utilise ces procédés-là. D'utiliser la pauvreté des familles pour justifier des pratiques qui me paraissent plus souhaitable pour elle. J'essaie aussi quand même, pour donner une valorisation à ça, de référer à des modèles anciens. Vous parliez de ça aussi tout à l'heure, des modèles de la mère, de la grand-mère qui faisaient d'une certaine façon, et que c'est peut-être un moyen justement de permettre aux familles de se réapproprier une façon de faire. Par rapport à l'alimentation et aux privations, il y a toujours ce discours un petit peu de négociation pour maintenir la face. En face des privations, moi, je n'ai pas trouvé des discours écologiques, mais je me demandais d'ailleurs si c'était peut-être des personnes avec une éducation particulière, etc. Mais on trouve toujours des discours de négociation pour ne pas se sentir vraiment disqualifié et exclu. Donc la justification va être toujours faite des pratiques liées à la précarité, faites sur différentes bases. Donc une femme qui va sauter des repas peut-être parce qu'il n'y a pas assez de nourriture, elle va dire c'est parce que je perds l'appétit, ou je suis tellement occupée que je n'y pense même pas, etc. Donc on va trouver toujours des formes de négociation des situations de précarité et de restriction. Et après, par rapport à l'alimentation familiale, c'est intéressant de voir la part très importante de la socialisation et l'alimentation. La nourriture, c'est finalement vecteur du lien social. Et on voit que les personnes précaires sont dans ce risque de la perte des liens. Donc on perd les liens avec du monde du travail, on perd le lien avec la famille, on perd le lien avec le lien conjugal, etc. Et quand l'alimentation est fragilisée, ces liens ne sont pas revisités au quotidien, et l'alimentation ne remplit plus cette fonction de tissage des liens. Alors ça, c'est pas quelque chose que j'ai exploré moi dans le cadre de cette étude, qui, voilà, je le rappelle, était plutôt exploratoire, relativement courte, puisque d'une durée de 6 mois. Tu l'évoquais, il faut, pour avancer sur le genre de protocole, en quelque sorte, de recherche que vous sous-tendez, il faut des mois et des mois d'investissement, parce que ça implique, si vous voulez, d'aller donc dans le domicile des familles, et ça implique aussi une espèce d'évaluation, en quelque sorte, qui peut être difficile à mettre en œuvre, enfin,
quand on est anthropologue, enfin, on observe les pratiques. On n'est pas toujours là pour évaluer ce qui se fait réellement ou comment c'est consommé. Après, bon, il y a quand même des travaux qui ont été faits dans ce sens-là, je crois, y compris en France, pour essayer justement de mesurer, et ça continue. Voilà. Pour ma part, je trouve que ça a été déjà parfois difficile, si vous voulez. Alors, les entretiens que j'ai réalisés se sont faits soit dans des espaces prévus au sein des épiceries sociales et solidaires, mais en retrait pour pas qu'il y ait trop de billets, soit au domicile des personnes. Mais quand j'allais chez les personnes, c'était compliqué. C'est-à-dire que les personnes se sentent obligées de vous servir un café, voire des biscuits, alors que vous savez, et vous le découvrez aussi au cours de l'entretien, donc c'est pas chose aisée pour elles. Donc c'est comment, voilà, en tant que chercheur, vous positionnez par rapport à tout ça. Bon, je comprends l'intérêt, si vous voulez, d'une évaluation de ce type. Je ne saurais pas comment, voilà, je me sentirais pas forcément armée ou légitime. Oui, tout à fait. Ça, c'est des. Oui, tout à fait. Là, c'était, si vous voulez, dans le contexte en fait théorique de ce qui a déjà été étudié, qui fait à peu près consensus au travers d'études épidémiologiques ou de grosses études. Je pense par exemple donc, à celle que j'avais mentionnée de Jean-Pierre Poulain sur les pratiques alimentaires, où il y avait une focale aussi sur les personnes en situation de précarité ou en cours de précarisation, où on arrive à voir donc, un certain nombre de choses voilà, qui ressortent. Là, vraiment, moi, j'étais sur la parole des enquêtés et a priori, donc pas sur de l'observation réelle. Donc, a priori, voilà, pas en mesure, si vous voulez, d'évaluer réellement ce qui est consommé, si ce n'est au travers de leur dire. Voilà. Pour avoir des sources, l'étude Abena, donc, qui a été faite déjà il y a quelques années, est en cours d'un deuxième volet. Un deuxième volet a été mis en œuvre. Donc vous avez des résultats assez précis sur les consommations alimentaires. Il n'y a pas bien sûr de comparaison entre les différents modes d'aide, mais ça permet déjà d'avoir une bonne idée d'un point de vue quantitatif. Pour le recours aux plats tout préparés, là on était vraiment chez des personnes, si vous voulez, qui avaient été plutôt dans des situations, donc issues de classe moyenne par exemple, qui avaient une habitude de consommation de ces produits et qui désiraient maintenir en fait, tout simplement pour continuer à avoir un ancrage dans la société et dans leurs valeurs. Donc c'est plus à ce niveau-là que ça peut se jouer. Et ça peut être au détriment de l'achat d'autres produits par exemple. Et également, je pense que la possibilité d'acheter et de manger comme les autres, il est aussi importante que le fait de manger en soi. Donc, le fait d'acheter des plats préparés, ça donne la sensation qu'on fait comme les autres. Après, ces plats préparés peuvent être aussi modifiés. Donc, on voit qu'il y a une pizza qui est achetée et après, avec des ingrédients qu'il y a dans les placards, etc., elle est mieux garnie, etc. Donc, même les plats préparés sont susceptibles de modifications pour nourrir toute la famille. Donc, on achète un plat préparé pour deux, mais on accompagne avec une garniture qui va permettre de nourrir plus de monde, ou ils sont souvent retouchés, on va dire. Donc, il faut voir aussi quel usage on fait des aliments qui n'est pas le même dans tous les foyers. Peut-être les aliments sont les mêmes, mais les usages sont différents. Très honnêtement, il n'est pas du tout ressorti des entretiens que j'ai pu réaliser, mais vraiment pas. C'est autant donc la machine à panini, la friteuse par exemple, sont des éléments. Alors et bien sûr la rice cook, donc la cuisson du riz. Ça, ce sont des éléments en termes d'équipement qui sont et le congélateur, donc qui sont ressortis, mais le micro-ondes pas du tout. Pas du tout. Voilà. Alors après, c'est pas des dimensions non plus que j'ai complètement explorées finement. Voilà. Donc, Je voulais réagir par rapport à la question des plats préparés, parce que vous avez mis en évidence l'extrême des hétérogénéité des mangeurs, ce qui me fait plaisir à entendre. Mais est-ce que vous avez posé la question
de savoir si ces gens-là avaient appris à faire la cuisine chez eux ou pas. Parce qu'il y a quand même toute une réalité sociologique. Comme par hasard, ce sont les gens qui sont de nouveaux appauvris, qui viennent de classe moyenne, qui achètent les plats préparés. Vous l'interprétez en termes d'être comme les autres, mais malheureusement, il y a eu 2 générations de familles de femmes pour qui l'art de faire la cuisine était disqualifié comme étant grossissant, hein, puisqu'on a considéré que l'épidémie d'obésité était la faute de la cuisine des mères et des grands-mères, et d'autre part, l'espèce de promotion intellectuelle des femmes qui faisaient des études et qui allaient travailler faisait que l'apprendre à faire la cuisine devenait quelque chose de péjoratif. Et on peut se poser la question de savoir si là n'est pas une clé. Est-ce que vous avez exploré cette réalité ? Tout à fait. Alors, toujours en arrière-plan, je mentionnais bien souvent en fait, que par exemple chez les nouveaux précaires, ce qu'on pourrait donc appeler les nouveaux précaires, c'était aussi plus vrai chez les plus jeunes. Hein, versus seniors et pauvreté installée. Donc il y a effectivement un phénomène générationnel aussi, hein, qui est présent et qui va se traduire chez les nouveaux précaires, donc soit par un désinvestissement de la cuisine parce qu'on n'a pas appris par exemple à le faire, ou c'était déconsidéré dans les formes de socialisation, soit à l'inverse une réappropriation en fait, des modes de cuisine, notamment à travers justement les sites internet et les émissions télévisées qu'on connaît bien, qui finalement redonne une dimension valorisante à ces pratiques, à ces usages. Et donc il y a effectivement cette dimension générationnelle qui est aussi présente et qui mériterait pour le coup une analyse encore plus fine en fait, hein, sur comment on articule peut-être nouvelle précarité. Quid aussi par exemple de ces réflexions sur savoir penser en fait les quantités en euros et pas à la portion. C'est aussi plus vrai chez les jeunes. De raisonner davantage en termes de portions qu'en termes de quantité, de quantité et de prix. Donc il y a effectivement quelque chose à creuser. Voilà. La plupart des femmes que j'ai interrogées, elles avaient déjà accouché. Donc du coup, c'était plus le moment de nourrir les enfants. Mais on voit qu'il y a quand même un souci pendant la grossesse, de prendre soin, mais c'est une espèce de soin très médicalisé. Donc on voit, par exemple, une dame qui dit je déteste le lait, j'ai toujours détesté le lait, mais quand j'étais enceinte, je m'obligeais à boire un verre de lait par jour. Donc j'ajoutais du sirop pour avoir un goût qui me plaisait. Donc l'aliment devient médicament dans ce genre de situation de restriction. Et la relation à l'alimentation, on va dire que ne s'améliore pas vraiment, et c'est très ponctuel. Donc c'est vraiment pendant la grossesse, une fois que l'enfant est né, on revient à des pratiques normales. Et ça, on le voit également pour, par exemple, le traitement du surpoids des enfants. Les régimes ou les recommandations alimentaires sont vues et perçues comme régime pour un enfant malade. Une fois que l'enfant il a perdu le poids, ou qu'on a accouché, ou que le taux de glycémie revient à la normale, ben, eux, ils reprennent les pratiques antérieures au lieu de les d'intégrer dans une alimentation plus durable. Et également, pour le contrôle de surpoids dans les familles, on fait des menus spécifiques, parce qu'il y a l'idée de la santé-maladie, pas cette idée de la construction de la santé sur le long terme ou du capital santé qui ferait sens à un changement sur le long terme des pratiques et au niveau familial. Alors là, ce qui pourrait me venir, alors déjà, donc par rapport à la priorisation pour les enfants, donc ça effectivement c'est quelque chose qui est de fait évacué et qui est quand même une dimension extrêmement importante dans la manière dont on organise en fait la gestion des courses, etc. Après, alors qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Alors c'était plus souvent des hommes dans ce cas de figure-là. Il y avait des choses qui ressortaient sur, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur la métaphore de l'énergie, notamment par rapport à l'espace concurrentiel du marché de l'emploi, voilà, où on a peur de ne pas nourrir suffisamment son corps et d'être suffisamment concurrentiel. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez présent. Mais vraiment, je pense que le cœur, voilà, c'est qu'effectivement, enfin voilà, ils sont.
comment dire, peut-être plus isolés puisque célibataires. Bon, alors souvent ils étaient plus jeunes aussi. Enfin, il y a un phénomène aussi un petit peu générationnel. Et alors ce que je retrouvais aussi, alors c'est quelque chose que j'ai pas moins exploré, mais par rapport aux sociabilités, des tentatives de masquage peut-être plus prégnantes pour maintenir en fait une activité sociale, un lien social tel que les sorties au restaurant, etc. Donc peut-être sacrifier sur d'autres plans pour pouvoir permettre le maintien de ces activités à l'extérieur du foyer, tout simplement. Voilà, c'est peut-être des choses comme ça qui me viennent à l'esprit, voilà, mais que j'ai moins regardé.